toutes et à tous. On va, comme d'habitude, vous laisser un petit peu le temps de vous connecter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de nos live veto, Reverdy. Je crois que c'est le 25e épisode. Donc, on va parler ce soir de la mise à l'herbe et de la gestion du cheval au pâturage. C'était pas vraiment le sujet qu'on avait initialement prévu, simplement au vu du nombre de réactions et de questions que vous nous avez posées suite à notre publication de la semaine dernière sur le taux de sucre dans l'herbe. On a décidé de s'adapter un petit peu et de changer le sujet à la dernière minute pour essayer de répondre au mieux à vos besoins. Donc voilà, donc on va parler de mise à l'herbe ce soir, on va parler de l'herbe. L'arrivée du printemps, c'est souvent synonyme de la mise à l'herbe pour nos chevaux, donc c'est complètement de saison. On connaît tous les avantages de la pâture sur le bien-être mental du cheval, sur sa santé physique aussi, notamment parce que ça va l'inciter à marcher et puis ça va permettre de couvrir ses besoins, une partie de ses besoins journaliers, énergétiques journaliers. Mais le pâturage peut aussi s'avérer problématique, notamment lorsque la concentration en sucre de l'herbe devient trop importante. Donc il y a 2-3 éléments clés, 2-3 choses à savoir, à tenir compte, avec aussi les besoins de son cheval et ses éventuelles problématiques. Donc voilà, donc à surtout pas négliger. Donc on va vous parler de tout ça ce soir avec notre veto Aneva, qu'on va accueillir tout de suite et qui va vous expliquer tout ça plus en détail et plus simplement. Alors, je vais l'ajouter immédiatement. Comme d'habitude, on est sur Facebook et sur Instagram. On va répondre aux questions que vous nous avez posées avant le live et puis aux questions que vous nous poserez en direct. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est bon. Salut Aneva. Bonsoir à tous. Tu vas bien? Ça va, merci et toi? Bah oui, merci. Merci d'être avec nous ce soir. Avec Ça- plaisir, j'espère que ça va bien marcher. Ouais, oui, ça va être extra. OK. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous rappeler un petit peu, justement ce qui peut être problématique avec l'herbe et nous parler du taux de sucre un peu plus en détail, mais simplement nous refaire un petit topo sur tout ça pour introduire le sujet? Oui, alors, c'est c'est un vaste sujet. On va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Oui, on rencontre souvent ces problématiques parce que, on est en plein au printemps là maintenant et c'est vrai que c'est le moment où on met nos chevaux à l'herbe et où on se dit: «Mais comment le gérer?» Parce que j'ai un cheval qui grossit vite ou j'ai justement un cheval qui a besoin de manger plus. Les problématiques en fait avec les sucres, sont relativement complexes à gérer voilà, il y a tellement de besoins différents. Mmh. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de trouver des outils qui peuvent nous aider à faire ça, de manière un peu construite. Et voilà, ouais, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Alors, au niveau des sucres, je ne sais pas, est-ce qu'on traite tout de suite les questions ou qui nous ont déjà été envoyées, Florie? Ou est-ce qu'on... Si tu veux, après, la première question, je pense à aborder, c'était une question de Thibaut qui demandait quelles étaient les précautions à prendre concernant le taux de sucre. Après, est-ce qu'il y a différents sucres à prendre en considération? Est-ce qu'il y a il y a un petit point à faire là-dessus pour bien comprendre la suite? Oui, alors c'est vrai qu'on va peut-être parler tout de suite des sucres. Tu as raison de faire ça comme ça. Alors ce qui se passe, c'est que durant la journée, en fait, avec la lumière du soleil, avec l'eau et le CO2, en fait, l'herbe elle fait de la photosynthèse et Mmh. elle accumule, ses sucres, voilà, dans la plante et elle utilise ses réserves la nuit pour pousser. Donc en D'accord. fait, quand, on est au printemps et qu'on a affaire à des températures, plus ou moins, normales, modérées, pas de Mmh. nuit extrêmement froide, mais plutôt, enfin, stable, au-dessus de 5 degrés, on va dire, la nuit. Dans les normales de saison comme, dirait Voilà, les prévenus. exactement. Mais au printemps, on sait tous qu'on a parfois des gelées ou en tout cas des périodes où il fait plutôt froid Oui, et dans ce cas-là, en fait, la photosynthèse, continue, mais la d'accord, croissance, au fait, s'arrête. Donc la nuit, la plante, elle n'utilise plus ses réserves de sucre pour pousser. d'accord. Donc, ça veut dire que, en fait, lorsqu'on voudrait faire pâturer ses chevaux, à un moment où l'herbe n'est pas forcément trop riche en sucre, eh bien, c'est râpé dans ces cas-là. Parce que, le lendemain matin, elle contient toujours autant de sucre, puisqu'elle n'a pas pu utiliser ou mobiliser ses réserves pour pousser. Donc, D'accord. qu'on soit bien clair, quand il fait des températures stables et cetera, le matin, l'herbe est plutôt pauvre en sucre puisqu'elle a utilisé ses réserves pour pousser.
la nuit. Mais quand on a des températures variables, donc des journées ensoleillées où il y a beaucoup de lumière, où la plante a pu faire beaucoup de photosynthèse, la plante ne pousse pas la nuit lorsqu'il fait en dessous de 5 degrés ou lorsque les nuits sont vraiment fraîches. D'accord. Là, théoriquement, l'herbe, le lendemain matin, contient beaucoup de sucre. Et là, elle est un risque pour les chevaux qui ont éventuellement des problèmes avec avec On va y venir un petit on peu, va y venir après. ouais, plus en détail après. Mais donc en résumé, si les températures sont pas trop froides, en gros, la nuit, l'herbe, la journée accumule des sucres pour pouvoir pousser ensuite, et elle pousse la nuit, et du coup arriver le matin, mais le matin à l'aube, le matin assez tôt, Oui. donc elle n'a pas encore pris le soleil, c'est là où elle va être théoriquement le moins riche en sucre. C'est ça. Et puis une fois que la journée va commencer, le soleil, etc., tout recommence Elle va se de nouveau. reconcentrer, et d'accord. Ouais. Alors, on D'accord. a affaire à plusieurs genres de sucre parce que les Ouais. plantes, elles utilisent du coup plusieurs types de sucre finalement pour pousser, pour stocker leur énergie pour après pousser plus tard. Et donc, on a affaire à du glucose, des fructoses et Ouais. du fructane. D'accord. Et en fait, on va parler un tout petit peu de fructane aussi pendant ce live parce que le fructane, en fait, ce sont des chaînes de fructose avec une molécule de glucose à la fin. Et D'accord. l'intestin, le cheval, en fait, dans l'intestin grêle, normalement, les chaînes de glucose, de sucre, sont coupées et sont digérées. Mais là, c'est pas le cas. Donc, en fait, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un gros apport de fructane, le cheval n'est pas capable, le cheval va les fermenter dans le gros intestin. Le D'accord. problème, ce qui se passe quand le cheval les fermente dans le gros intestin, c'est qu'il va il va y avoir une production annexe d'acide en fait, d'acide lactique. Et du coup, Donc l'environnement de l'intestin va devenir, le pH va baisser et l'environnement va devenir acide. acide. Et OK. ça, c'est au Pas terrible. détriment des... Non, c'est pas terrible, évidemment. C'est Ouais. relativement traumatisant pour la population de bonnes bactéries qui résident à cet endroit-là et dont le cheval a besoin pour fermenter, en tout cas pour digérer les fibres qu'il est supposé, qui digère normalement, en fait, dont sa bonne D'accord. flore s'occupe. Ça dérange le bon fonctionnement de la flore, Oui, du cheval. OK. exactement. Et donc, du coup, il y a une dérive de flore et pas mal de conséquences comment dire, il y a pas mal de conséquences à Qui en ça, découle. OK, qui en et ça découlent. ça peut être, quoi comme conséquence du coup pour, finir de répondre à Thibaut, et puis après je pense qu'on va en parler, il y a une question de Christelle qui parle de sa jument qui, dès qu'elle est à l'herbe, a tendance à faire des gaz et à grossir aussi. Et il y avait une autre question sur les crottins qui devenaient mous. Donc, je ne sais pas si c'est le même principe ou pas, mais du coup, quelles sont les Ouais. conséquences? Alors, il y a un peu de tout. En fait, si on regarde le côté digestif, bon, du coup, on a une dérive de flore, donc on peut avoir... Je te coupe, on a eu un petit commentaire. D'accord. Alors, on peut avoir du coup une dérive de flore. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir potentiellement, par exemple, des diarrhées. Donc, D'accord. veut Ça, dire c'est qu'il y a... directement lié à ce que tu viens de nous expliquer, l'acidification du pH? Oui, en fait, c'est qu'il y a un Ouais. dérangement de la flore intestinale et du coup, les bactéries qui sont plus ou moins pathogènes, qui résident aussi dans l'intestin, sont là et peuvent devenir majoritaires. Et du coup, on a une dérive de flore par rapport aux bactéries au microbiome, enfin à la population de bactéries qui sont bonnes. Ouais. Et en fait, finalement, une dérive de flore peut en découler et cette diarrhée peut devenir pathologique parce qu'il y a une surcroissance des mauvaises bactéries, pour la faire vraiment simple. Ça, c'est par exemple une conséquence. Après, bien sûr, oui, on peut avoir un dérangement, c'est-à-dire une production de gaz aussi par rapport aux bactéries qui sont déséquilibrées. Si on va un petit peu plus loin, on peut... par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fructane, on a une acidification du contenu, de l'environnement du gros intestin. Et ça aussi, ça se répercute directement sur la formation des crottins, l'aspect des crottins. Et si on regarde encore un tout petit peu plus loin, on peut même avoir des fourbures qui sont liées à ça. Donc, il y a quand même plusieurs mécanismes qui mènent à la fourbure. Donc, on peut parler des fructanes, bien sûr, parce qu'on a, une acidification du gros intestin. Ensuite, on peut avoir des bactéries qui vont mourir.
des bonnes bactéries qui vont mourir. On peut avoir des endotoxines qui sont créées parce que les bonnes bactéries meurent. Ces bactéries vont éventuellement, les toxines en fait vont se porter sur les microvasculaires, enfin comment dire, les micro-vaisseaux du pied du cheval, et ça peut directement lier à une fourbure. Cependant, donc ça c'est, je te coupe, excuse-moi, le fait que certaines bonnes bactéries meurent, il y a en simplifiant, hein, il y a une libération de toxines qui vont aller directement au niveau des micro-vaisseaux du pied du cheval. Oui, en fait, il y a une atténuation, enfin comment dire, il porte atteinte aux micro-vaisseaux, et du coup, voilà, on peut avoir une fourbure en résultat de cela. Et puis la fourbure, autre part, alors ça c'est important de dire quand même qu'il y a aussi l'histoire des chevaux qui sont du coup qui ont une dysrégulation de l'insuline, donc qui sont insulino-résistants, ou peut-être pas encore, mais presque. Ce qui se passe, c'est que l'herbe est très riche en sucre. Du coup, les chevaux vont utiliser l'insuline, vont produire de l'insuline pour mobiliser le sucre qui est dans leur sang, dans leurs cellules. Ils n'y parviennent pas parce qu'ils sont insulino-résistants. Ils vont produire davantage encore d'insuline. Et en fait, finalement, le fait d'avoir beaucoup d'insuline dans le sang va engendrer, par quel mécanisme, je ne sais pas encore tout à fait bien élucidé, mais en tout cas, il va y avoir un déclenchement de médiateurs inflammatoires au niveau du pied qui vont qui créent justement le fait que les lamelles dans le pied, dans la boîte cornée, vont se désintégrer de leur structure environnante. Et du coup, ça aussi, ça mène vers la fourbure. Après, le mécanisme exact n'est pas encore complètement connu, mais en tout cas, il y a un gros volet inflammatoire là-dedans. Donc ça, c'est le côté qui est quand même plus fréquent, lié directement au fait que l'herbe contienne beaucoup de sucre, du glucose, beaucoup de sucre, et c'est pas forcément les fructanes. Faut quand même. D'accord, ok, c'est ce que j'allais te demander. C'est pas que les fructanes qui posent problème, c'est vraiment les sucres solubles. Oui, c'est les sucres solubles. Alors, il y a eu des recherches qui ont montré qu'on arrivait à pauvre poney, mais c'est vrai que ça a quand même aidé à clarifier la situation, qui ont montré qu'avec des fructanes, on arrivait à induire une fourbure, mais c'était des quantités vraiment énormes, beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait voir en vrai. Oui, tout à fait. Donc c'est pas forcément. En tout cas, on l'a vu. Mais par contre, ce qu'on sait vraiment, c'est que les fourbures liées aux poneys qui sont en bon point, ou aux chevaux qui sont en bon point, ou qui sont insulinorésistants, est liée à cette dysrégulation de l'insuline. C'est l'insuline le problème, et du coup le sucre qu'ils n'arrivent pas à gérer. D'accord. Donc c'est important de faire la différence. Donc voilà, on a affaire à plusieurs types de problématiques. Quand on regarde le taux des sucres dans l'herbe. Ce qu'il y a aussi, c'est que, par exemple, les crottins qui sont très, très mous, il faut savoir que parfois, l'herbe, elle contient genre 85% d'eau. Donc, en fait, il manque des fibres. Et finalement, il y a eu beaucoup de recherches de fait, mais finalement, pas tant dans le détail de combien de fibres, de quel type de fibres le cheval a besoin, etc. Donc, on sait que le cheval a forcément besoin de fibres, ça c'est même pas discutable, mais on ne sait pas à quel moment il y a ce point où le cheval ne digère pas suffisamment de fibres et où ça part un petit peu, pardon l'expression, mais en cacahuète. Et donc, dans ces moments-là, il est potentiellement intéressant d'apporter quand même des fibres un peu plus, des fibres un peu plus costauds, plus de fibres en tout cas, pour que le cheval puisse venir satisfaire ses besoins en fibres. Donc les crottins mous, ça peut être lié à un dérèglement de la flore, mais aussi tout simplement au fait que l'herbe soit majoritairement composée d'eau et qu'il n'y ait pas suffisamment de fibres pour que le cheval puisse les digérer et fonctionner correctement. Oui. Ok. Je te coupe, c'est un petit peu en dehors de là tout de suite ce qu'on vient de dire, mais sur Instagram, il y a Manon, je crois, qui réagit et qui te demande si l'acidification des intestins peut provoquer des ulcères. L'acidification des intestins peut provoquer des ulcères dans les intestins. Oui, probablement. Alors seulement,
probablement oui, mais on n'est pas allé voir. En fait, c'est vrai que c'est toujours un sujet très passionnant. Ça, tout ce qu'on arrive à voir, c'est l'estomac. On sait que voilà, quand l'estomac a beaucoup de sucre à gérer, il va produire aussi des acides volatiles gras et qui vont directement porter atteinte aux parois. Mhm. Je suppose que oui, dans l'intestin, c'est vrai que in vivo, on ne peut pas voir puisqu'on ne peut pas atteindre voilà, cette distance-là, mais c'est potentiellement possible que Théoriquement. sur une longue durée, il y ait des atteintes sur la paroi. D'accord, ok. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas voir, ou alors il faudrait voilà, passer éventuellement aux autopsies. Ouais, ok. Ok, est-ce que tu as des choses à ajouter sur les sucres, le taux de sucre, le type de sucre, les conséquences des sucres? Alors oui, oui, on a peut-être encore des choses après qui vont nous revenir à l'esprit en On parlant, peut je pense. passer à la... Oui, vas-y, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, ce qui est important, c'est toujours on va y venir après, je pense, mais de faire les choses de manière progressive. Et c'est ça qui va sûrement être évoqué après. Ok. Et ça aide, du coup, Mais pour le pour cheval à gérer. résumer, ce qui pose problème, enfin, ce qui peut poser problème avec l'herbe, c'est majoritairement le taux de sucre, quand la concentration en sucre devient trop importante. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut surtout se concentrer quand on met son cheval à l'herbe. C'est ça? Oui, et puis le changement, enfin, c'est surtout le changement de ration, en fait. Parce que pour D'accord. un cheval qui va plutôt être qui va être plusieurs heures par jour déjà en hiver dans cette même pâture, il va pas forcément avoir ce problème. Ça dépend, enfin, tout dépend comment il se porte, hein, bien sûr, mais tout ce qui est changement soudain peut recommander. D'accord. Et ben là, on va venir directement du coup aux recommandations. On a eu beaucoup de questions là-dessus, de comment faire une mise à l'herbe intelligente, progressive, quelles sont les étapes un petit peu clés, et est-ce que ça va résoudre justement, par exemple, le problème de la jument, c'était de Christelle, qui, dès qu'elle est à l'herbe, a pas mal de gaz, et qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'aider? Donc là, on a eu beaucoup de questions là-dessus. Il y a notamment Françoise, Valérie et Elise qui demandent en fait sur combien de temps en fait euh, euh, sur combien de temps étendre, je sais pas, je trouve pas mes mots, mais la mise à l'herbe pour la faire vraiment de Oui. manière progressive, et comment procéder en fait. Alors, on peut vous proposer un schéma suivant. Après, il faut l'adapter, bien sûr, en tenant compte de son propre cheval. Admettons que le cheval, ce qui est beaucoup le cas dans les clubs et dans les pensions, etc., admettons que le cheval n'ait pas accès à l'herbe toute l'année, mais qu'il soit dans des paddocks classiques, plus ou moins. Dans ce cas, on peut estimer qu'on peut commencer 20 à 30 minutes par jour, D'accord. ou Ok. voilà, par jour pour commencer. Et tous les 1 à 2 jours, on va rajouter genre 10, 15, 20 minutes de pâturage en plus. D'accord. Et quand on Ok. arrive On pourra à le réécrire tout ça si besoin. ouais, quand on arrive à la période, enfin à la longueur c'est-à-dire entre 4 et 6 heures, et ce pendant quelques jours, et que le cheval n'a pas montré d'inconfort digestif, Ouais. on peut commencer après à considérer que le cheval s'est habitué à son nouvel environnement. Bien sûr, ça dépend de combien d'herbes et comment est le Quelle cheval, herbe? etc. Oui, et voilà. Mais théoriquement, c'est ce qui est plutôt une méthode safe à faire en faisant progressivement. C'est tout comme les granulés. Quand on a besoin d'augmenter une ration, on ne va pas passer d'un jour à l'autre Bien sûr. de 500 grammes à 2,5 kg. Enfin, j'exagère un petit peu mon propos, mais en fait, les bactéries dans l'intestin, enfin, les micro-organismes, ont besoin d'avoir un temps d'adaptation, et ça peut durer jusqu'à 3 semaines parfois. Donc, il y a besoin de D'accord. faire ce changement de manière progressive. C'est le mot-clé de ce soir, c'est C'est progressif. progressif. Bah, c'est souvent le mot-clé. Ouais, C'est facile en fait. ouais, c'est ça. Et, Ok. et alors, j'ai encore un autre Une conseil. vingtaine de minutes, et tous les 2 jours, Ouais, tu augmentes. Ok. on rajoute 15 à 20 minutes. Et j'ai un autre conseil. Pour les chevaux qui sont complètement affamés et qui ne peuvent plus attendre de se jeter sur l'herbe, éventuellement, leur donner du foin avant de les mettre au paddock. Et
Comme D'accord. ça, ils ont déjà un sentiment ils sont un peu de satiété, je ne sais pas comment si on dit ça en Oui, c'est français, mais ça, ouais, ouais, satiété, ouais. exactement. Et comme ça, on évite que ils se goinfrent entre guillemets, C'est pardon pour comme, l'expression, mais se jettent comme des ouais. sauvages sur cette herbe fraîche qu'ils ont tant attendue depuis l'hiver dernier. Voilà. Mais donnez-leur du foin avant de les faire De toute sortir, façon, ça peut aider. faut qu'ils en aient tout le temps en théorie, après adapter en fonction du cheval, mais Oui, c'est ouais. comme aller faire les courses quand tu as faim, faut éviter. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout à fait la même chose. Ouais. Ça marche et du coup, on parlait tout à l'heure du matin, de l'après-midi. Est-ce que là, on essaie de privilégier tôt le matin si bien entendu, si les températures la nuit Oui. sont pas trop froides pour empêcher l'herbe de pousser? Si les températures sont assez clémentes, est-ce qu'on privilégie du coup des sorties le matin? Tôt le Oui, matin? plutôt. Oui, voilà, tu as déjà donné la réponse, donc Pardon. si on non, c'est pas grave. Après, si c'est des chevaux qui sont pas forcément à risque, c'est moins problématique de les faire manger le long de la journée. On peut pas toujours avoir tous les chevaux tout le Oui. matin, au même endroit, donc on fait aussi un petit peu comme on peut. Mais c'est sûr que si on a des chevaux à risque, dans ce cas, c'est plutôt intéressant de les faire pâturer le matin. D'accord et du coup, alors j'ai pas fait le calcul, mais ça peut prendre des semaines en fait, enfin pas mal de temps pour, Oui, ça peut prendre quelques temps. Oui, si on fait le calcul rapide, c'est sûr qu'on peut, selon le cas, on peut arriver jusqu'à 2-3 semaines mise en route, quoi, pour ouais, aller, voilà. voilà. Mais une fois qu'ils sont, voilà, comme je disais, entre 4 et 6 heures au pâturage sans problème, on peut les laisser après, demi-journée, 24 heures, et cetera, et cetera. Tu augmentes de plus rapidement. OK. Ouais, mais les 4 à 6 heures sont un peu quand même comment dire? Le moment, clé, quoi, safe, quand tout va bien pendant quelques jours et qu'on voit que les crottins passent bien, qu'il y a pas de diarrhée, et cetera, et cetera. Ouais, oui, il faut vérifier les crottins, si le cheval est pas inconfortable, si, Oui, c'est il ça. y a d'autres, petits points clés comme ça à vérifier? Après, ce qu'on peut faire aussi en vérifier, oui, non, ça c'est le plus important. Ce qu'on peut faire Ouais. aussi éventuellement, avant la mise à l'herbe, c'est de faire une cure, par exemple de flore. Ça peut les aider Ouais. aussi. Donc ça, on fait à peu près 3 semaines à l'avance, on commence quand on sait qu'on va mettre le cheval à l'herbe. Donc le flore, c'est une combinaison, une association de probiotiques et de postbiotiques et donc ça Mmh. soutient la flore intestinale et ça peut aider du coup quand on a la mise à l'herbe à faire, pour que le cheval garde une flore bien stable et qu'il n'ait pas de soucis digestifs. Mais peut-être qu'on OK. en reparlera tout à l'heure. Ouais, Mais, probablement. je recommande Pour aider dans beaucoup. la transition, 3 semaines avant, on peut lui faire une Ouais. cure de flore, enfin de probiotiques et de postbiotiques et chez nous, c'est le flore. Oui, exactement. OK, OK. Il y a simplement, excuse-moi, je te coupe, sur Instagram, on a une question Oui. qui te demande si tu as une tranche d'heure pour ce que tu appelles le matin, du coup? Relativement tôt le matin et parce que c'est vrai qu'à partir de 10 heures, 11 heures, bon, ça c'est un petit peu, j'ai pas de tranche d'heure parce que tout dépend bien sûr Mmh. des conditions météo, et cetera. Mais à partir de 11 heures, c'est déjà quand même relativement, tard parce qu'on commence à être sur le moment où le soleil va être le plus élevé, où du coup la plante va faire, son travail En sa fait, photosynthèse à fond. Donc oui, tôt le matin, en fait, vraiment à l'aube, au crépuscule finalement. faut essayer de visualiser, le tant que l'herbe n'a pas, entre guillemets, «pris le soleil» et n'a pas commencé à se Ouais, concentrer en sucre. Même à la limite, le passage, quand les températures sont idéales et cetera, le passage, au moment où l'herbe n'est plus concentrée en sucre se fait pendant la nuit, c'est ça? oui, D'accord, donc très tôt le matin jusqu'à, c'est ça, début, milieu de matinée, vaut mieux commencer à les rentrer à ce moment-là. oui. OK, ça marche. Voilà, du coup, je t'ai complètement coupée. Je sais plus Ah si non, tu avais pas du tout. Non, non, c'était déjà des choses auxquelles je pensais. Après voilà, moi je recommande quand même au début, de mettre, du foin à disposition, même si le cheval est en pâture, à temps plein. Voilà, mmh. pour lui donner cet accès aux fibres, comme je disais tout à l'heure, parce que ça peut quand même l'aider. Bien sûr, on fait là, je parle du cheval sain, hein, du cheval qui a pas de soucis de santé, ni Ouais, on autre. va y venir juste après Oui, aux parce choix. Ouais, que voilà, les choix «problèmes» entre guillemets, c'est encore autre chose. Ça se gère différemment. Voilà, ouais, entendu. oui. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a surtout parlé du matin, de l'après-midi, mais les périodes à risque, enfin, c'est forcément, maintenant au printemps et Oui. ça toutes les problématiques du printemps s'observent aussi à l'automne, il me semble? Oui, oui, parce qu'en automne, parfois, avec les températures, douces qu'on peut avoir, on peut avoir des repousses, hein,
d'herbe et du coup, ça se présente un peu de la même manière. D'accord, ok. Ensuite, Donc, il on a faut une autre être très question. vigilant Pardon. pour les. Ouais, je disais, il faut être. Oui, des fois, il y a un petit peu un retard, mais je disais, il faut être très, très Un vigilant pour les duplex. chevaux à risque. Ouais, pour les chevaux à Ok, risque à ces périodes-là. Tout à fait. ok, ok, ça marche. On a donc ensuite une question de Marine qui, elle, c'est un petit peu plus précis. Elle déménage de région PACA où il n'y avait pas d'herbe, où ses chevaux vivaient au paddock avec du foin à volonté, et pour la Charente, où ils auront 50 hectares de pâture, pardon. Ce sont des poulinières de 3 à 18 ans. Elle demande plusieurs choses. S'il serait judicieux de soutenir la flore, donc tu en as parlé tout à l'heure, peut-être que tu Oui. peux faire un mini résumé. Si tu conseilles de soutenir le système immunitaire, et puis après, elle demandait comment faire la mise à l'herbe progressive, ce que tu viens de rappeler du coup. Oui, oui, bah oui, je conseille de faire une cure de flore, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'est un gros changement entre le PACA où l'herbe se court après, n'est-ce pas, et la Vendée où les pâtures seront probablement beaucoup plus luxuriantes. Ceci dit, je recommande quand même qu'elle fasse une mise à l'herbe progressive, comme je l'ai décrit tout à l'heure, avec du foin au début, et puis augmenter les heures passées au paddock, au pré, de manière progressive. Et qu'est-ce qu'on dit? La dernière question, c'était quoi? Est-ce qu'il était conseillé de soutenir leur système immunitaire? Ah oui, leur système immunitaire. Pas particulièrement pour cette mise à l'herbe. Moi, je miserais plutôt sur leur flore intestinale, puisque c'est ça le plus gros changement en fait qui va se jouer pour eux. Donc, je miserais plutôt là-dessus. D'accord. Puis de toute façon, si la flore va bien, le reste va Oui, mieux. oui, Enfin, oui. La flore est capitale, donc il faut la ouais. préserver. Et tout changement d'apport en fibres nécessite précaution et préparation. Puis même l'immunité peut être affectée par la flore, Oui, si on est bien d'accord. sûr. Oui, Ok. oui, oui, parce que c'est comme je disais, si par exemple le cheval développe une dérive de sa flore, il peut tout à fait développer une diarrhée importante et en devenir très malade. Donc oui, c'est important de préserver sa flore. La flore. Il y avait une autre question, donc c'était plus sur le temps pour la progressivité, le temps de sortie à l'herbe. Là, c'est pour le cas d'un cheval ou poney, j'ai pas l'info, mais qui sort à l'herbe 3 heures par jour environ en hiver. Et du coup, la personne demande s'il faut faire une transition pour le passer au pré 24 heures sur 24. Alors, pour ce cas-là, pas forcément, parce que si du coup il a l'habitude de grignoter de l'herbe, etc., et qu'il s'y habitue progressivement, ce qui est probablement son cas, c'est moins essentiel, puisque sa flore est déjà habituée à recevoir des petites doses d'herbe, et puis progressivement l'herbe va pousser, du coup le cheval a déjà le temps de s'y habituer. Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément nécessaire. Pas aussi nécessaire que pour les chevaux qui sont en club ou qui sont en pension ou quoi que ce soit et qui n'ont pas l'accès à l'herbe toute l'année. D'accord, ok. Ouais. Je fais une petite coupure, mais je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Je suis désolée, Carole, qui a commenté sur Facebook et qui te demandait s'il y avait des plantes à éviter qui étaient plus ou moins riches que d'autres. Au niveau de l'herbe, c'est ça? Je pense, ouais, elle a simplement mis plantes à éviter, trop riches. Alors, ça dépend. Si c'est pour des chevaux à problème, c'est-à-dire problème métabolique, etc., bon, le raiegras anglais, c'est une plante qui est à l'origine, enfin, un type d'herbe qui est à l'origine destinée à engraisser les bovins, et c'est vrai qu'elle est relativement riche en sucre. Donc, après, l'éviter, elle est partout. Donc, c'est très compliqué à éviter. Mais en tout cas, s'il fallait faire réensemer, par exemple, des terrains, il faudrait peut-être pas choisir cette espèce-là. Oui. D'accord. Ok. Et il y en a d'autres, par exemple, on parle souvent du trèfle, ou il y a des choses à savoir là-dessus? Oui, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je ne sais pas dans quelle mesure, quelle est ta question précise. Si le trèfle, on peut dire de manière générale que c'est plus riche que d'autres Oui, espèces. c'est sûr que c'est pas recommandé d'avoir
que cette espèce, enfin qu'une seule espèce, il est plutôt recommandé pour des chevaux d'avoir accès à plusieurs espèces, et le cheval est de toute façon relativement difficile, donc il ne mange pas forcément tout. Donc oui, les pâtures qui sont, voilà, luzerne, trèfle, etc., c'est un petit peu à éviter quand même. Donc, d'accord, avec modération. Oui, exactement. Il vaut mieux une variété, plutôt plusieurs variétés qui permettent de diversifier les plantes dans les prairies. Les prairies dites naturelles. Là, on va parler un petit peu de surface et de hauteur d'herbe. Donc, c'est une question de Julie qui a 2 chevaux et qui sont au pré, pardon, et qui demande si on conseille de couper le pré. Alors, elle a 7000 hectares, je crois, pour 2 chevaux. Oui, c'est ça. Et elle demande si on conseille de couper le pré en 7000 mètres carrés, du coup. 7000 mètres carrés, ouais, c'est tranquille. 7000 mètres carrés, excuse-moi. Et qui demande si on conseille de couper, c'est que le début, hein, le pré en 2 ou de le laisser en entier. Et ensuite, qui demande à partir de quelle hauteur d'herbe on doit couper avant d'y mettre un cheval. Ça fait beaucoup de questions en un. Donc, pour recommencer, est-ce que, du coup, tu m'as dit si ces chevaux avaient des soucis de santé ou pas plus que ça? Non, en tout cas, on n'a pas l'info. Elle dit simplement que voilà, elle récupère 7000 mètres carrés et qu'elle a 2 chevaux et elle ne sait pas trop comment gérer, s'il faut qu'elle coupe le pré en 2 ou pas. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a encore pas mal de débats là-dessus. Alors, théoriquement, c'est vrai que si on veut essayer de limiter la prise de matière sèche, c'est-à-dire le fait que les chevaux mangent des quantités d'herbe, donc la matière sèche, c'est ce qu'il reste quand on retire l'eau, il y a plusieurs possibilités. Donc, on peut faire du fil, mettre au fil, comme on dit, pour ensuite avancer tous les jours un petit peu et puis leur donner progressivement. Tu sépares la parcelle, tout simplement, et puis après, tu décales au fur et à mesure, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'est une possibilité, tout en gardant un paddock derrière en réserve, en fait, un paddock qu'on sacrifie à partir du moment où on ne peut pas tout donner. Après, il existe aussi la possibilité de faire du fil devant et du fil derrière le cheval. Donc, c'est-à-dire qu'on avance progressivement le fil avec les chevaux. Donc ça, c'est possible aussi. Du coup, ça aussi, ça limite la quantité de prise de matière sèche relativement bien. Et après, il y a aussi la possibilité de faire des carrés dans son espace de pâturage et de déplacer les carrés tous les X jours pour à chaque fois redonner un nouvel espace de pâturage. Alors, c'est vrai qu'il y a eu je parle là-dessus parce qu'il y a eu des recherches de fait aussi, par exemple en Angleterre, qui ont montré que finalement, si on essayait de garder chaque fois 2-3 jours les chevaux dans des petites parcelles, on arrivait chaque fois à leur redonner le même stade de floraison d'herbe en les déplaçant, en faisant ça intelligemment. Bon, moi, j'ai jamais fait l'expérience de ça sur le terrain ou jamais vu cette façon de faire précisément. Mais en tout cas, la pensée derrière cela est que une fois que l'herbe est arrivée au stade de floraison, elle contient moins de sucre puisqu'elle a poussé, puis elle a fleuri, etc. Donc finalement, c'est à ce moment-là que l'herbe serait la plus intéressante. Niveau fibres et niveau nutriments, elle serait déjà un peu plus pauvre, mais elle est à ce moment-là moins dangereuse pour le cheval. Donc le Elle a but, poussé, elle est plus riche en fibres et elle est moins riche en sucre et en nutriments. Ok. Je te coupe, mais je crois que le sucre est plutôt concentré à la base de la tige, oui, de manière exactement. générale. Ouais. Donc, si les chevaux pâturent à ras tout le temps, eh bien, ils ingèrent en fait beaucoup. Enfin, cette herbe, elle est super bonne, elle est super appétante, et du coup, ils ingèrent tout. Et ouais, c'est ce qu'ils préfèrent. Et en fait, ils abîment aussi finalement la plante. Et donc, on risque à la longue d'avoir des prairies qui sont fortement abîmées et qui ont que des repousses de mauvaises herbes, puisque c'est ce qui va profiter finalement à la place de l'herbe qui ne repousse plus puisqu'elle est piétinée. Donc ça, c'est l'herbe très rase et surpâturée, enfin déjà l'herbe très courte, il faut éviter. Ils ont l'air de plutôt apprécier, c'est plutôt celle à éviter parce que c'est celle qui va être plus concentrée en sucre. Oui, alors ça, c'est oui, exactement. Alors l'histoire de l'herbe qui est déjà arrivée donc à épuisation, ou en tout cas qui est déjà fleurie, et de la faire manger à ce moment-là, bon, c'en est une. Après, il y a d'autres publications qui ont montré que finalement, si l'herbe a été coupée une première fois, qu'elle a repoussé,
c'est à ce moment-là que l'herbe est assez intéressante parce que le cheval arrive à moins prendre de grandes bouchées. Mais malgré tout, c'est vrai que pour un cheval à risque, ça reste un petit peu délicat. Moi, je pense que c'est quand même risqué pour ces chevaux-là de les lâcher dans l'herbe qui est quand même facile à manger et à ingérer. Exactement. Et la quantité restera quand même très importante. Donc, pour des chevaux à risque, cette pratique-là, pour moi, est relativement dangereuse. Pour les chevaux à risque, on en parlera tout à l'heure après, mais il vaut mieux privilégier la muserolle, ou en tout cas le panier qui permet de restreindre clairement les quantités que les chevaux vont pouvoir ingérer. D'accord, ok. Donc oui, pour cette dame-là, revenir à son cas, voilà, parce que a priori, ils n'ont pas de soucis, ces chevaux. autres questions, ouais. Voilà, les autres questions, du coup, c'est ça. Elle peut faire donc du fil, elle peut faire diviser. Et tu recommandes quand même de séparer la parcelle plutôt que de les mettre directement dans... Ça dépend si elle veut récolter, si elle veut faire encore un petit peu de foin à côté, je sais pas, on sait pas tout ça, mais c'est sûr que si elle donne toute la parcelle entière, elle risque d'en gaspiller entre guillemets un petit morceau, puisqu'il va y avoir des zones de refus. Les chevaux vont pas manger là-dedans, donc il faut entretenir les zones de refus en les fauchant, par exemple, une fois tous les temps, éventuellement enlever les crottins, etc. Donc je recommanderais pas forcément 7000 m², c'est beaucoup. Quelle surface faut compter pour un cheval? Alors, à l'année, un cheval a besoin, si on doit l'entretenir sans le nourrir, si on veut l'autosuffisance pour un cheval, il faudrait 1 hectare. D'accord. Voilà. Ok. 1 hectare par cheval. Mais maintenant, en Normandie, on peut faire avec moins, hein. Donc en théorie, voilà, ça dépend quand même aussi de l'endroit géographique où est situé l'hectare, quoi. En montagne, 1 hectare n'est pas la même chose qu'en Normandie où les pâtures sont forcément luxuriantes et très fertiles. Tout dépend. Ok, mais bon, plutôt couper et faire une petite rotation entre les différentes parcelles. Oui, soit une rotation, soit au fil, tout dépend un petit peu de comment vont gérer les chevaux. Si elle voit que les chevaux, ce qui est important aussi, c'est de faire une note d'état corporel de son cheval avant de les mettre à l'herbe et de surveiller sa note d'état corporel. Alors, une note d'état corporel en France, en tout cas, est mesurée entre 0 et 5 et on considère qu'un cheval J'ai parlé dans le dernier live. Ouais, exactement. Et on considère qu'un cheval qui devient obèse a une note d'état corporel au-dessus de 4 et est resté figé à 4. Et donc, il y a des vidéos intéressantes sur Internet, notamment par les FCE, où on apprend à scorer quelle zone de son cheval et qu'est-ce qu'on lui attribue comme note. Et ça, c'est important de le faire plusieurs fois par saison afin de se rendre compte vraiment de ce que fait cette ingestion d'herbe et si on gère correctement l'ingestion d'herbe de ses chevaux. D'accord. Il est toujours temps de restreindre après, une fois qu'on se dit mince, mon cheval a pris beaucoup de poids ou là, il est un peu plus dodu que quand je l'ai mis à la session. Donc, c'est important de faire ce scoring de note d'état corporel. Ouais, d'accord. Donc, pas seulement, bien observer son cheval et essayer, on en a pas mal parlé pendant le live reprise d'état, mais pas seulement, l'idéal, c'est de le peser et de le regarder, Ah de le oui, palper. le peser, c'est encore mieux. Mais le palper, c'est bien. C'était super, je sais que Cyril avait insisté là-dessus, qu'il était super important d'observer son cheval et justement de noter ses différents points et de bien l'observer et de ne pas hésiter à le toucher pour juger correctement, donner un aspect qualitatif à l'état corporel. Je ne sais pas si on peut parler comme ça. Mais... En tout cas, c'est essayer d'être très objectif sur l'état physique de son cheval. Ok. Souvent, pas hésiter non plus à faire appel à quelqu'un, à une personne extérieure qui ne voit pas le cheval tous les jours et qui sera peut-être plus objectif que nous. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, tant qu'on parle des chevaux qui ont tendance à l'embonpoint, il y a Catherine sur Facebook qui demande comment gérer la transition pour les chevaux qui prennent facilement de l'embonpoint. Donc, si tu peux le rappeler, du coup, ça va être le panier, ça va être de les mettre progressivement. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, la transition, c'est donc prendre la note d'état corporel avant de le mettre à l'herbe. Déjà, ça, c'est une très bonne chose pour les chevaux qui sont à l'embonpoint. Et mettre éventuellement le panier. Alors, je vais tout de suite dire aux gens qui ont envie de mettre leur poney ou leurs chevaux quelques heures à l'herbe seulement, c'est une très mauvaise idée, car il a été démontré que les chevaux et poneys, surtout poneys, étaient capables de tripler leur prise de quantité d'herbe, de matière sèche, de les tripler et du coup de manger pour la journée en 4 heures. J'exagère un petit peu mes propos, mais c'est quand même presque ça. Et donc, malgré tout, ça reste dangereux de laisser un cheval
qui a tendance à l'embonpoint juste quelques heures sur le paddock, histoire de se dire ah bon bah voilà, comme ça il aura pu manger quelques heures et terminer. Bon, je le Il va retire. compenser. Il va juste compenser parce qu'il va juste avoir envie de manger beaucoup et ils sont très malins pour ça. Donc je dirais dans son cas, si c'est de l'embonpoint, je mettrais un panier ou en tout cas un panier d'herbage. Choisir le bon panier, faire attention, on ne peut pas laisser un panier 24 heures sur 24, donc il faut retirer le cheval après et le remettre au paddock ou à l'écurie ou autre et lui donner du foin à côté. Et sinon, pauvre en sucre si possible. Pauvre en sucre, oui, si possible. Et éventuellement, le fil. Ça peut être une solution, mais attention au fil quand même, parce que malgré tout, on a vite surpâturé l'endroit où ils sont au fil. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, eh bien, on risque d'abîmer la pâture, malgré tout. Ouais. Ok. Donc, c'est vrai que oui, si le cheval est si le cheval est en embonpoint, attention à la mise à l'herbe, parce que finalement, le cheval ne devrait pas être dans la situation d'embonpoint avant la saison de l'herbage. Okay. Il devrait perdre son poids naturellement quand les chevaux sont en liberté ou sauvages. En fait, ils prennent le poids pendant la saison où ils ont accès à l'herbe et ensuite la reperdent à l'automne, en hiver, pour après refaire ce cycle naturellement. Donc, finalement, c'est là un cycle. Ouais, c'est déjà là un cycle un petit peu inversé. Ouais, ok, ça marche. Il y a Marianne, sur Instagram qui réagit sur le panier et qui te dit au final, si le panier est retiré quelques heures, il ne va pas faire la même chose et se gaver, mais l'idée c'est de retirer le panier quand le cheval n'a plus accès à l'herbe. Ah oui. Ah, surtout pas retirer le panier quand le cheval est encore là. Pardon, je me suis mal exprimée dans ce cas-là. Mais il faut retirer le panier quand le cheval est retourné dans son paddock. On peut laisser le panier que quelques heures. Paddock sans herbe. Oui. Un paddock. Oui, pardon. Ouais, tout à fait. Non, sinon. Parce que parfois on a des paddocks avec de l'herbe. Ouais. Et attention aussi à veiller que le cheval ne puisse pas se blesser à l'intérieur, parce qu'il y a des paniers qui sont un peu abrasifs. Du coup, ça fait des lésions sur les lèvres et la mâchoire ou à l'auge. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, il y a des paniers aussi qui ne permettent pas bien de faire boire le cheval. Donc, il faut aussi quand même vérifier que le cheval arrive à bien boire avec le panier. Parce que si vous avez un petit système d'abreuvement avec une petite abreuvoir, vaut mieux un gros seau quoi. Exactement, il va pas pouvoir pousser en fait avec son nez et ça risque d'être un petit peu compliqué. Si par exemple il porte le masque par jour. Ouais, c'est ça. Bon, après dans l'herbe, il y a beaucoup d'eau dans l'herbe, mais malgré tout, c'est important de faire attention à ça. D'accord. Bon, j'espère qu'on vous a répondu, Marianne. Il y a Harmonie qui te demande sur Facebook qu'il y a une jument à l'herbe toute l'année avec du foin en plus en hiver et qui dit que lors du changement de champ au printemps avec plus d'herbe, elle ballonne et elle est très gonflée. Est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil ? Et puis ensuite, elle grossit. Et la seule solution trouvée, c'était le panier, du coup. Elle se trouve en Normandie. Oui, c'est de faire une transition progressive déjà. Comme je disais, laisser le foin à disposition. Laisser du foin à disposition, éventuellement restreindre l'accès, faire une cure de flore. Laisser quand même toujours du foin, surtout pour la période à risque. C'est surtout, pour la transition, exactement. Je laisserai le foin à disposition. Et voilà, faire cette transition très progressive, comme je disais déjà. Ouais. Et puis, si ça va vraiment pas, recommencer à faire une nouvelle transition tranquillement, en recommençant à introduire progressivement le cheval à l'herbe. Puis après, pour qu'elle ne grossisse pas, c'est bien la surveiller, éventuellement le panier. Oui, le panier. De toute façon, oui, tout à fait. Ok. Mais oui, on précise sur Instagram qu'il faut mettre du foin. Oui, c'est exactement ce qu'on... Oui, laisser du foin à disposition. Laisser du foin à disposition pour les chevaux qui sont dans cette période-là. Ça marche. Et dans ce cas-là aussi, est-ce que tu peux l'aider avec du flore pour la transition ou est-ce qu'il faut faire un petit peu attention parce que c'est une jument qui a tendance à l'embonpoint ?
Non, éventuellement, non, 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 ça ira quand même. Je pense que l'important, c'est surtout de réguler la prise de l'herbe, donc OK. de pas accentuer forcément la quantité d'herbe qu'elle va manger, mais de réguler ça. Donc, je pense que dans ce cas-là, le flore vaut le coup, puisque ça va quand même soutenir la flore intestinale. Donc, moi, je serais plutôt pour le lui donner. D'accord. OK, super, merci. Si on revient à la question de Julie tout à l'heure, on n'a pas répondu à la dernière partie qui demandait à partir de quelle hauteur d'herbe on devait, Ah oui. doit-on couper avant d'y mettre un cheval? Oui, pardon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à droite, à gauche. Oui. À partir de quelle hauteur il faut couper? Alors, on dit que finalement, quand l'herbe arrive à hauteur de sa cheville, que c'est une hauteur qui, voilà, on appelle ça une couverture, ou je sais pas, il y a un mot exprès pour ça, mais un couvert, voilà, un couvert, merci, je cherchais. Quand il y a c'est pas grave. À hauteur de cheville, c'est là où ça peut être intéressant, enfin, en tout cas, là où ça peut être bien de mettre son cheval à l'herbe. D'accord. Mais voilà, l'herbe est très riche à ce moment-là, hein. Quand elle arrive à la cheville et qu'il y a un beau couvert, comme on dit, ça peut déjà être, c'est déjà une grosse quantité, hein, pour le cheval à ingérer. Donc attention aux chevaux à risque. OK. Et Et en ce qui concerne l'histoire de couper ou pas couper, je vais juste faire une petite parenthèse entre la ouais, on tonte. a 2-3 autres questions là-dessus justement après. Alors, il a été démontré que de tondre l'herbe, ça peut faire baisser le taux de fructane pendant une trentaine d'heures après la tonte, mais après, ça revient. Donc, finalement, D'accord. c'est qu'une mesure de très courte durée. Faudra Et retourner après 30 heures. ouais, et puis le problème, c'est que l'herbe, elle devient quand même relativement courte et que du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, c'est là où le cheval va pâturer l'herbe rase, qui est très très riche, qui potentiellement, on va donc enlever les réserves, enfin, on va fragiliser la plante et ça, c'est pas recommandé. En fait, on va abîmer la plante et on met en péril après la suite de la pousse. Donc, D'accord, c'est donc pas c'est pas forcément forcément une une bonne idée. solution. Ouais. Bah, ça, c'est exactement on avait ensuite la question de Solange, qui te demandait, ben, s'il était préférable de tondre avant de lâcher les chevaux dans le pré ou si au contraire la tonte crée un stress, sur l'herbe et que du coup, ben, l'herbe était plus concentrée en sucre. Si c'est qu'une fois, c'est pas un vrai stress, mais tout dépend aussi de la hauteur. C'est sûr que si on la coupe à ras et qu'on refait pâturer le cheval derrière, bon, c'est un petit peu plus stressant pour l'herbe, ça c'est sûr. Après, si elle est D'accord. coupée à une hauteur convenable, bon, c'est pas la même chose. OK, OK. Et d'ailleurs, on remercie Solange qui nous a fait une petite, Commentaire à droite, à gauche. blague avec sa question qui dit que quand ça reverdit, il faut prendre des précautions avec la mise à l'herbe. Donc merci Ouais, Solange, ça nous a fait beaucoup je rire note quand ça on là. a reçu la question. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Alors oui, on a pas mal de questions sur Facebook. On en a une autre d'Éric. Alors il y a une question un peu plus longue enfin un partage d'expérience de Stéphanie. Il faudra peut-être regarder plus en détail après. C'était sur une vieille ponette de 30 ans qui, je sais pas si tu la lis en même temps. Tu la vois? Oui, je suis en train de la lire. Alors oui, c'est une. Ouais, oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui, c'est d'où ce que je disais, voilà, de faire cette transition progressive et malgré tout, ça peut parfois, il y a des cas comme ça qui peuvent être un petit peu problématiques. Oui, tout à fait. Donc là, dans son cas, c'était les trop grandes fibres qui ont posé problème, si j'ai bien compris. Oui, Ok. oui. Il y a une question, merci Stéphanie pour le partage Oui. le témoignage. Il y a une question d'Éric sur Facebook qui demande quel mélange conseilles-tu pour une pâture à refaire? Alors, est-ce que tu vas savoir nous dire? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un live exprès pour ça. Donc, Oui, au final, sur la gestion des on prairies. ouais, on va faire un live express sur la gestion des prairies et je pense que ce sera le moment où on pourra discuter de toutes les espèces botaniques qu'on va pouvoir utiliser pour Les réensemencer variétés, les les graminées, les variétés. légumineuses, C'est ça. Et les le plantes toxiques pourcentage aussi. Je te coupe, mais on a eu des aussi. questions dessus. Je ne sais pas si tu veux les mentionner, mais on a eu une question qui demande comment savoir quelles plantes sont toxiques.
Oui, on peut en parler maintenant. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont toxiques. Le bouton d'or, le Sénécio jacobea, donc on appelle en français, c'est quoi? C'est le C'est le senson. Jacob, oui, C'est le senson, voilà. Tout ce qui est rumex, etc. Toutes ces plantes-là sont bien évidemment pas bonnes du tout pour les chevaux. Et le senson est carrément très toxique. Après, il y a plein d'arbustes aussi qui sont toxiques, enfin, tout ce qui est oléandre, etc. Mais ça, c'est plutôt des plantes ornementales. Tout ce qui est ornemental, de toute façon, c'est pas recommandé pour les chevaux. Donc, les tenir loin, quand on fait des belles plantations, les tenir loin des pâtures. Ne pas décorer le paddock avec. Mais on va en parler de tout ça Voilà. lors de ce live-là. Donc, à ce moment-là, on parlera des espèces fétuques élevées, dactyles, ouais, voilà, diploïdes, enfin, tout ce qui est régra italien, etc. D'accord. Et exactement, oui, en plein de chênes, effectivement. les glands de chêne, tout ce qui est, oui, et puis plus particulièrement les petites repousses des érables, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est très dangereux. Ouais, Au d'accord. printemps, donc il faut faire très attention. Ça, d'ailleurs, maintenant qu'on parle d'arbres toxiques, les repousses des petites plantules qui se trouvent donc dans les paddocks qui sont bordés d'érables peuvent contenir juste quelques grammes de toxines en tout cas et peuvent vraiment mener à des myopathies atypiques. Et là, le cheval, il a très très peu de chances de s'en sortir. Et c'est pas forcément clair pourquoi ça arrive, à quel moment, etc., etc. Mais en tout cas, les paddocks et prairies qui sont bordés de certains érables, les érables sycomores, sont plutôt à risque. Ok. Je vois qu'il y a déjà une personne qui sera super intéressée pour le live sur les entretiens des prairies, donc c'est bien. On fidélise, voilà, exactement, on fidélise déjà des adeptes, c'est très bien. Extra. Est-ce qu'on peut simplement répondre à Clara sur Instagram qui te dit que son pré est envahi de boutons d'or et qui demande comment éradiquer cela? Il faut tirer les racines. Ouais, c'est pas très drôle, mais on peut, ou alors les couper. Mais en tout cas, si on ne tire pas les racines, malgré tout, ça repoussera tout le temps. Donc c'est pareil pour les rumex. Si on ne tire pas les racines, on peut les étêter, mais honnêtement, il faut tirer les racines. C'est vraiment très fastidieux, ça je le sais, mais c'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça. Il n'y a pas d'autre solution. Après, traiter chimiquement, mais bon, là, c'est encore autre chose. Je ne vais pas ici faire les apologies des traitements chimiques. Donc, moi, je suis absolument pour voilà, désherber mécaniquement. Oui, exactement. Ok, ça marche. Ensuite, alors est-ce qu'on a répondu? Ah non, il y a une question de Noémie, de Catherine, pardon, avant, qui demande si on doit faire une cure de détox du foie. Oui ou non? Et si oui, quand est-ce que tu le recommandes? C'est le grand débat de... Non, je conseille plutôt... Oui. Alors, moi, je crois à soutenir la flore, avant tout, puisque c'est elle qui va voilà, qui va subir ces changements, c'est elle qui doit travailler, c'est elle qui va être sollicitée. Donc, je suis plutôt pour les cures de soutien de flore intestinale plutôt que les détox de foie et qui sont plutôt pas très bien décrites, pas très claires. Qu'est-ce qui est vraiment une détox? Qu'est-ce qui marche vraiment? Etc. Donc, moi, je suis plutôt partante pour tout ce qui est soutien à la flore intestinale. Ouais. Progressivité et soutien de la flore. Oui, exactement. Ça me semble plus pertinent. Et foin, du foin. Si on résume ce qu'on s'est dit, les choses importantes, mais du foin, même quand le cheval est à l'herbe, c'est du foin. C'est ça. Ensuite, donc Noémie sur Facebook qui dit bonjour, pour les chevaux ulcéreux ou sensibles à l'estomac, y a-t-il plus de précautions à prendre? Donc, on a parlé, mais très rapidement tout à l'heure. Le taux de sucre plus important peut donc créer des sensibilités supplémentaires. Oui. Malheureusement, oui. Donc, après, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut quand même... les chevaux qui ont des problèmes d'estomac, c'est sûr que l'herbe, elle est très digeste. Donc, c'est vrai que ça passe comme une lettre à la poste. Donc, ça peut être intéressant pour un cheval qui a du mal à manger. D'ailleurs, c'est vrai que quand un cheval a eu une grosse crise d'ulcère, et bien souvent, ce qu'on lui propose, c'est quand même de manger de l'herbe. Parce que c'est vrai que c'est facilement digestible, etc. Donc, ça peut être très bien pour ces chevaux-là. Après, attention, oui, quand on est dans la période qui est très
À risque. risqué. Bien sûr, on peut exposer le cheval à voilà, un taux de sucre assez important. Mais malgré tout, c'est vrai que pour les chevaux qui ont des soucis d'ulcère, le fait de pouvoir brouter de manière constante, c'est ce qui est aussi un comportement naturel, et bien c'est fortement bénéfique. Et puis là, on pourrait imaginer de faire brouter, par exemple, le cheval plus tôt le matin, lorsque les conditions météorologiques sont plutôt bonnes. Voilà, exactement. Et puis de lui proposer un foin plutôt bien digestible, pas trop fibreux non plus, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué à digérer. Et un foin voilà, de bonne qualité et pas trop riche en sucre, en dessous de 12%. Ouais, ce que tu Sur la répètes. terre sèche. Ouais. D'accord. Pour visualiser, enfin, c'est pas très présentable comme ça, mais sur notre infographie, pour visualiser un petit peu ce qui, je sais pas si on voit bien. Enfin, non, on voit pas bien, mais bon. Il est sur quand, notre site, cependant. voilà, sur le site et puis sur les réseaux, du coup. Mais il y a des petits schémas qui vous permettent de bien comprendre quand l'herbe va se concentrer en sucre et quand l'herbe va utiliser ses réserves pour pousser, et du coup, qui permet de bien comprendre quand faire pâturer son cheval, quand les conditions météo sont normales, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, c'était un petit aparté. Ensuite, on a une question d'Anne sur Facebook aussi, qui dit qu'elle a une jument pleine. Elle demande si elle peut rester 100% à l'herbe jusqu'au poulinage et s'il est conseillé de lui donner un complément. Et c'est une jument en léger surpoids, elle précise. En léger surpoids, d'accord. Ça, c'est toujours le petit côté... le petit truc qui fait que ça va être compliqué. Ouais, qui fait qu'on ne peut pas faire tout simple. Mais oui, alors oui, elles peuvent être... oui, il y a des recherches scientifiques qui ont démontré que les chevaux peuvent être à l'herbe jusqu'au bout, si l'herbe est en quantité et qualité suffisante. Alors là est la question de savoir quand c'est le cas, et ça, c'est pas si facile. Mais je veux quand même dire que, en tout cas pour le côté couverture des besoins énergétiques, c'est totalement possible. Surtout si la jument est un petit peu en bon point, c'est possible. Mais quand l'herbe au stade le plus idéal possible, c'est-à-dire voilà, vraiment bien, tout ce qu'on peut souhaiter pour l'herbe, elle reste quand même déficitaire en sodium, en cuivre, en zinc, parfois en iode et en sélénium, et on a quand même besoin de tout ça pour la bonne croissance du poulain in utero. Donc oui, il faut quand même supplémenter les chevaux qui sont à l'herbe, malgré tout, avec voilà, CMV, etc. Ça peut être simplement un CMV, oui. Oui, ça peut être un CMV. Vraiment, si l'herbe est très présente et que le cheval est voilà, vraiment un petit peu en bon point, oui, c'est sûr que de complémenter avec une ration pleine, ce ne serait pas forcément indiqué. Mais voilà, en tenant compte du fait que l'herbe peut parfois être carencée en ce que je viens de citer, c'est tout à fait recommandé de quand même complémenter sa jument. On a un petit Anne, n'hésitez pas à nous renvoyer un message perso à part. On a un petit plan de rationnement pour les juments qui ont tendance à l'embonpoint avec les différentes étapes, ce qu'on recommande, et puis en fonction de leur état corporel. Oui. Et éventuellement, parfois, il est important de renforcer les apports en protéines. Donc, n'hésitez pas, on vous renverra ça plus en détail. Tout à fait. Là, on va repasser aux chevaux sensibles. Donc, on en a parlé tout à l'heure, et notamment le cas du cheval. Alors, il y avait une question, de Sergine qui demande si l'herbe est une bonne chose pour les chevaux sensibles, mais j'ai pas plus de précision sur le cheval sensible et le cas échéant, comment la gérer. J'imagine que c'est sensible au niveau digestif, mais je sais pas. Alors, oui, oui, c'est vrai que sensible, ça peut être plein de choses. Sensible à quoi? Sensible aux fourbures, sensible de manière digestive. Oui, tout dépend comment on peut la gérer. C'est vrai qu'on aurait eu besoin d'avoir un peu plus de précision pour son cas. Donc, elle peut nous recontacter si elle veut, parce que là, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi répondre à sensible si c'est à quoi. digestif, juste faire les choses très progressivement, bien observer son cheval, aider, soutenir un petit peu sa flore. Et bien observer son cheval et ses crottins. Si c'est autre chose, voilà, très progressivement, et mettre du foin. C'est ça. Si c'est sensible au sucre, alors là, c'est attention, le masque, restreindre les quantités qui peuvent être ingérées. Alors, je pense que c'est tel, où il y a une autre personne qui précise sur Instagram, chevaux sensibles, fourbure en bon point. Ah, voilà. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. D'accord, c'est bien. Ok.
Eh ben, c'est parfait. Oui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Les chevaux qui sont sensibles, donc qui ont un problème d'insuline, hein, c'est parce que c'est ça souvent, ces chevaux-là ont l'insulinorésistance ou en tout cas une dysrégulation de l'insuline. Ce que je disais tout à l'heure au début, c'est que là, à ce moment-là, l'insuline qui est produite suite à l'ingestion des sucres est importante. Le pancréas continue à produire de l'insuline et en fait, le glucose reste mobilisé dans le sang, en fait, ne pénètre plus dans les cellules où il devrait être. Et l'insuline ne peut plus faire son boulot. Et là, ça abîme finalement avec un système de cytokines, donc c'est des médiateurs inflammatoires, ça abîme les micro-vaisseaux dans le pied. Et là, on ne veut pas de ça, donc on essaye de restreindre la quantité de sucre soluble que le cheval va ingérer pour éviter justement ces pics d'insuline et de ne pas mettre en danger son cheval. Donc attention avant la mise à l'herbe. Si on voit que le cheval marche déjà de manière un peu sensible une fois qu'on l'a déjà mis à l'herbe, eh bien c'est qu'on est déjà potentiellement trop tard. Ouais. Bien fait. Ça fait partie des chevaux à risque et bien faire attention à ça du coup. Oui, ouais, c'est ça. J'avais pas vu sur Instagram, on a une question, je reviens un petit peu en arrière, qui demandait pour des chevaux à l'herbe entre 3 et 10 ans, quelle gamme est-ce que tu conseilles? Ça va dépendre, je pense, de l'activité. 3 ans, ça peut être encore un aliment élevage, sinon ça peut être un aliment adulte, à savoir qu'il faudra bien adapter la quantité en fonction de l'abondance de l'herbe et éventuellement diminuer largement les rations pendant Oui, on dit toujours que si l'herbe est vraiment abondante ou quand il y en a vraiment en qualité suffisante, on peut diviser par 2 la ration, hein, à condition que le cheval continue à travailler, etc. Donc en gros, c'est un petit peu ça. Après, si on voit, encore une fois, la note d'état corporel est importante à prendre. 3 ans entiers, elle précise. Ok, dans ce cas, oui, si l'herbe est abondante, etc., diviser éventuellement la ration en 2. Et et faire attention voilà, exactement. Pardon, parce que en même temps, je lis les questions à gauche. L'attention était un petit peu déportée. Voilà, faire attention à son note d'état corporel pour faire en sorte que ce soit toujours progressif et adapté en fonction de ça. D'accord, ok. Et sinon, en aliment élevage, ça peut être un aliment comme le breeding, et aliment adulte, c'est des autres chevaux travaillent 1 à 2 fois par semaine, ça peut être l'adulte, tout simplement. Oui, tout à fait. Ok. Après, si on continue simplement un petit peu avec les chevaux à risque, il va y avoir 2-3 cas principaux. Il y a le cas du cheval Cushing. C'était une question de Laurent, qui a une jument de 26 ans qui souffre de Cushing, qui est l'hiver en stabulation au foin avec le Céral Free et Pyraxel. Elle reçoit un comprimé et demi de Prassan. À la mise à l'herbe mi-mars, donc il la met à l'herbe, elle a le même régime, il diminue l'aliment. Elle a plus tendance à vouloir aller sur l'herbe que sur le granulé. Mais là, au fil des années, si j'ai bien compris, l'herbe ne fait plus le même effet, en tout cas sur son état, et elle a un petit peu plus de mal à se maintenir. Elle se maintient, mais elle a un petit peu plus de mal. Et voilà, donc du coup, il devait savoir s'il devait en conclure que l'herbe était moins efficace sur les chevaux souffrant de Cushing, s'il devait éviter l'herbe en quantité et reprendre du coup les rations éventuellement hivernales d'aliments. Alors, moi, je poserais plutôt la question. Je poserais plutôt la question inversement. Est-ce que le cheval est bien suivi au niveau prise de sang? Est-ce que les dosages ont été faits de manière récente, etc. Est-ce que la quantité, est-ce que le suivi médical est au point? Déjà, ça, c'est une chose. Deuxième chose, si c'est un vieux cheval, regardez la table dentaire, parce que ça aussi, c'est vrai que c'est pas forcément facile sur un cheval. 30 ans, tu m'as dit, il a 26 ans, c'est une jument qui a 26 ans. Ouais. Voilà, la table dentaire, donc suivre ça, parce que c'est vrai que si le cheval n'arrive pas à bien mâcher, il assimilera moins la prise d'air, donc ça c'est une chose à faire aussi. Et puis, après, au niveau de la ration, oui, il peut toujours revenir, lui reproposer la ration d'hiver lors de l'herbe. Hein. Le but étant de garder ces chevaux-là le plus stable possible et de faire en sorte qu'ils ne perdent pas forcément du poids. Donc, je ferai un petit tour du côté de ces pistes-là pour ce cheval. D'accord. Et puis lui laisser du foin à disposition. Oui, bien sûr, lui laisser, oui, exactement, pour qu'il ait le choix. Oui. D'accord. Après, c'est pareil, on reste un petit peu dans Cushing. C'est Denise qui a un poney qui est Cushing et SME.
donc syndrome Mmh. métabolique équin, Oui. qui à cette époque porte un panier dans la pâture et elle demande pardon, s'il a le droit de brouter un petit peu dans la journée ou pas du tout. Elle lui laisse le panier tout l'été jusqu'à octobre, sauf la nuit où il reste au paddock. Alors je ne sais pas si c'est un paddock avec de l'herbe ou pas. Et il est comment dans son état? Elle l'a précisé dans Je ne les sais pas, non, c'est pas précisé. après c'est pas mal, hein, Elle de dit faire pas comme qu'il manque ça. d'état, mais j'ai pas de précision. D'accord, bah, c'est pas mal de faire comme ça, dans le sens où voilà, elle restreint quand même l'accès, qui est dangereux pour ce cheval puisqu'il est et SME et Cushing. Oui. Hem Oui, je pense que c'est très bien comme elle fait, je ferai attention quand même à le laisser brouter si c'est de manière contrôlée avec une longe à la longe, bon pourquoi pas. Après si elle le lâche, 3-4 heures, comme je disais au début Il peut du compenser live, après. voilà, il pourrait compenser, manger beaucoup et se mettre en péril tout seul. Donc ça, non. Mais sinon, D'accord. ça m'a l'air d'être plutôt une bonne conduite. Et la nuit au paddock, par contre, il faut que ce soit un paddock Sans herbe. sans herbe. Ouais, ou Surtout vraiment, si 3 oui, brindilles qui se courent après, mais oui, voilà. sans herbe. Et en fin de journée, c'est là en plus où elle va théoriquement, on le répète depuis le début, mais être plus concentrée Oui, en en sucre sucre. avant de Mmh. les utiliser pour, pousser. Ouais, Après, on a le cas de Laurence qui a un cheval PSSM 1, elle précise PSSM 1, oui, qui va changer de pension. Il était jusqu'à aujourd'hui en boxe avec 1 à 2 heures de sortie par jour. Là, il part dans une pension où il pourra rester toute la journée en pâture. C'est mieux pour lui d'accord. de marcher, mais j'ai un petit peu peur pour la quantité d'herbe ingérée. Que me conseillez-vous? Et ben Merci, au là top ouais, Reverdy, elle précise. c'est gentil, merci beaucoup. Eh Merci, bien, Laurence. elle a raison d'avoir «peur» entre guillemets, parce que oui, si le cheval, a déjà fait des crises et cetera et qu'il est PSSM 1, eh bien, l'accès au paddock est pas forcément, enfin, à l'herbage en tout cas, n'est pas forcément recommandé, tout simplement parce qu'on ne peut pas contrôler la quantité de sucre soluble, en tout cas que l'herbe va contenir et combien il va ingérer. Donc il faut plutôt partir sur une muserolle ou en tout cas sur un panier, quelques heures par jour ou en tout cas le temps que le cheval est dehors et puis choisir un foin qui est en dessous de 12 de sucre soluble Mmh. par kilo de matière sèche pour, faire en sorte que ce cheval ne soit pas exposé, voilà, à des sucres, à des quantités de sucre soluble trop élevées. Trop Et importante. j'invite ouais, trop importante et j'invite cette personne aussi à regarder un live, je sais plus le numéro combien, mais on avait Oui, fait sur j'allais y venir. Je l'ai plus en tête, je suis en train de ouais, chercher, on mais avait j'ai fait plus le un numéro là. vaste, ouais, je sais plus non plus, mais on a fait On vous un le vaste, renverra. sujet, ouais, sur ce thème. C'était sur les myopathies, enfin toutes les maladies musculaires et cetera et comment nourrir les chevaux, qui sont sujets, à ça et on avait longuement parlé de PSSM justement Live dans numéro 4, pardon. ah voilà, Pourcent parfait, Music. super Chloé, merci. Ouais, Il y a un exactement. live, une infographie et un podcast. Exactement et ça peut être très intéressant pour elle parce qu'on parle vraiment précisément de comment gérer un cheval PSSM, en matière de nutrition, bien sûr. Donc voilà, attention à l'herbe, du coup, pour cette dame. Voilà, ouais. Encore 2 questions. Donc il y en a une, je ne sais pas si tu as vu sur Instagram de Caroline qui te demande, merci beaucoup pour le live, et qui dit qu'elle fait de l'endurance. Elle demande si, on préconise de la luzerne dans l'alimentation, de la préparation de la course. Elle fait des 90 kilomètres. De la luzerne coupée, est-ce que c'est, Je ne sais pas. Simplement là, bah, on va lui répondre en privé du coup, puisqu'on aura besoin d'avoir ces précisions pour cette réponse-là, en fait, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. De toute manière, les légumineuses, quand on parle de fourrage, il ne faut pas qu'on dépasse, voilà, enfin, un quart, voire un tiers de la ration quand on d'accord. parle en totalité des fourrages. Donc, déjà, ça, elle peut le noter. Après, si elle a besoin d'avoir de l'aide sur un plan de rationnement pour un cheval qui va faire cette course, on pourra l'aider sans D'accord. problème. Donc n'hésitez pas à nous écrire en perso. Et il me Ouais, semble, je me permets juste sur la luzerne que si c'est des fibres de luzerne qui sont données mais qui ne sont pas déstructurées, ça peut favoriser les ulcères. Donc faut faire attention à ça aussi. exactement, parce que c'est une fibre très dure et très, Qui enfin, pique. très pique, voilà, exactement, qui est Ouais. piquante. Donc, mais voilà, cette personne peut parfaitement nous envoyer un petit message et on lui répondra un petit peu plus de manière détaillée. Ça marche. Merci Pour Aneva. cette façon. Et c'est de la luzerne en bouchon, elle précise. D'accord, OK. Et ben, dans ce cas-là, oui, on va plutôt lui répondre, en privé puisque c'est, un petit peu en dehors
du sujet, du On coup. va faire un petit plan. Ouais, ça marche. Et puis on a une dernière question de Mélanie qui voudrait savoir comment gérer la mise à l'herbe d'un cheval présentant un risque de fourbure, prise de poids pardon, très rapide, mais allergique au foin. Ah oui, ça c'est intéressant. Alors, c'est Terminé. intéressant parce que oui, non, mais c'est des cas qui existent pour de vrai et c'est vrai que c'est des vrais casse-têtes pour les propriétaires parce que comment gérer tout ça? Alors, il y a plusieurs solutions. Si elle est dans une écurie, elle peut éventuellement se pencher sur la question des stérilisateurs de foin. Alors, est-ce qu'il est allergique au foin? On a aussi fait un live sur les allergies. Donc, Oui, je pense que ce il y qu'elle a veut 2 dire, lives. ouais, c'est ça. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il est allergique aux poussières de foin et qu'il doit tousser à partir du moment où il est exposé au foin qui n'est pas Donc stérilisé, c'est plus les poussières plus les qui poussières, etc. Donc, donc ingérées le qui cheval, posent problème. ouais, le cheval est probablement asthmatique. Dans ce cas-là, le stérilisateur de foin est finalement quasiment presque la seule solution. Ou alors, il faut avoir un enrubanné à disposition ou un enrubanné, un préfané, comme ils disent en Belgique ici, Ouais. qui est à disposition, qui est de préférence analysé de manière à ce qu'on sache ce qu'il contient, donc c'est-à-dire peu de sucre, mais généralement les enrubanés contiennent moins de sucre que les foins, puisqu'ils sont récoltés un petit peu plus tôt. Enfin, bref, c'est vrai que c'est plutôt typique, plutôt plus de protéines et un petit peu moins de sucre. Parfois, c'est pas toujours vrai, hein, il y a quand même beaucoup de sucre aussi. Donc ça peut être une très bonne solution, mais simplement il faut s'assurer qu'il soit bien fait. Donc qu'il y ait suffisamment de couches autour de cet enrubanné, que la qualité soit constante. Une fois qu'on l'a ouvert, il faut le manger relativement vite. On ne peut pas ouvrir une balle juste pour un cheval et attendre que ça se fasse, parce qu'à ce moment-là, il y aura des problèmes quand même de pousses, de germes, de champignons, etc. Donc ça peut être une solution. Et puis, sinon, le cheval est en bon point, hein, c'est ça? Oui, il a tendance à prendre du poids, prise de poids très rapide. Risque de Ouais. fourbure et prise de poids très rapide. Ah oui, dans ce cas, c'est aussi éventuellement le panier au paddock et éventuellement le fil. Ça peut être une solution, mais je pense que déjà pour ce cheval-là, ça risque d'être déjà un peu trop en fait. Le fil pourrait déjà être pas, comment dire, Donc en fait, suffisamment limitant. Ouais, panier panier. ou essayer le foin au purificateur si c'est bien le côté poussiéreux du foin Oui, qui pose problème au cheval. oui, c'est ça. OK. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter dont on n'aurait pas parlé? On a dit beaucoup de choses. On va essayer de faire un petit résumé avec un podcast, mais je suis en train de faire Ouais. le tour, voir si on n'a oublié aucune question. Tu as quelque chose à ajouter de ton côté? On peut résumer quand même, que l'herbe, c'est très bien. C'est une très bonne manière de nourrir le cheval, c'est économique, c'est tout ce qu'on veut. Il y en a quand on a la chance d'en avoir, c'est très bien. Bon, il faut quand même le gérer. C'est pas toujours idéal non plus, ce qu'on disait aussi au cours du live, parce que même au stade le plus souhaitable, il est quand même carencé dans certains macro et micro-éléments. Quand on a une mise à l'herbe à faire, il faut la faire de manière progressive. Ça, c'est vraiment important parce que tous les changements trop brutaux vont engendrer des problèmes dans la flore intestinale du cheval. Donc ça, c'est important. On peut soutenir cette flore en donnant des postbiotiques, Ouais. donc comme le fluor. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Mettre toujours à disposition de l'eau, une pierre à sel et du foin lors de la Toujours, transition. toujours. Voilà, lors de la transition, particulièrement en tout cas pour le foin éventuellement. Et puis après, quand on avance dans la saison, on toujours laisser de l'eau et pierre à sel pas loin pour que le cheval ait accès à ça et puis se réguler pour la prise de sodium. Je pense que ça, c'est un petit peu les mots-clés. Pardon, dernière question, mais qui me vient là Ah, du coup, parce que je t'entendais parler de carence ou autre. On a parlé tout à l'heure du cas du cheval qui a une ration d'aliments du coup qu'on peut diminuer jusque par 2, après c'est à voir en fonction de l'abondance de l'herbe. Un cheval qui à l'année n'est nourri qu'au foin avec un CMV, un complément minéral et vitaminique, est-ce qu'on diminue un petit peu la
la complémentation en CMV pendant la mise à l'herbe ou est-ce qu'on continue d'en apporter? Qu'est-ce que tu recommandes? Non, on peut la laisser telle quelle, parce que c'est vrai que malgré tout, comme je disais, l'herbe est très variable, donc non, on peut très bien continuer à doser. Par exemple, si on donne de l'oligovite, à garder une dose tout à fait adaptée au cheval, normal. Donc non, pour moi, il n'y a pas forcément besoin de la baisser. Après, c'est sûr qu'en calcium, l'herbe, elle sera probablement bien pourvue, mais on peut D'accord. tout à fait Et si tu continuer. peux juste répondre à Sergine, du coup, qui vient de réagir, qui dit: «Petite dernière question, pourquoi pas un panier H24?» C'est très courant durant cette période. C'est tant qu'il a l'herbe enfin, vas-y, pardon, je te laisse répondre. Oui. Non, non, pas du tout. Moi, je suis pas pour parce qu'on blesse le cheval souvent, on a des blessures, parce que voilà, le cheval n'est pas enfin, ça crée des zones fragiles pour la peau. Pareil pour les passages de l'oreille. Le cheval, il doit quand même pouvoir boire correctement. Et voilà, encore une fois, il faut vérifier que le cheval puisse boire correctement. Il faut aussi retirer le panier assez souvent pour aller regarder dedans, pour pas qu'il y ait parce que parfois on s'aperçoit en fait que dedans, à l'intérieur, il y a plein de restes d'herbe ou de salive Faut agrémentée bien d'herbe entre les mains. Il faut quand même le nettoyer. Donc il faut. Moi, je suis pas pour de le laisser en permanence. Donc moi, je OK. pense que le cheval, ça lui fait du bien de pouvoir le retirer de temps en temps. C'est comme un. Et puis Ouais. il y a un risque, hein, malgré tout, un panier, c'est comme un alcool. Et donc le laisser en permanence, eh bien, c'est quand même un risque. Mais quand Donc on aussi. l'enlève, faut que le cheval n'ait plus accès, si c'est un cheval Oui, à risque, et il quand n'ait plus c'est accès à ça, l'herbe. exactement. Il faut le mettre dans une zone de retrait ou de réserve, de sacrifice, comme on dit, les zones de sacrifice. OK. Ouais. Ben, merci Aneva, c'était super intéressant. On se retrouvera, je te solliciterai pour refaire un petit podcast pour résumer tout ça, parce que le live Oui, est assez conséquent. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On espère qu'il vous a plu. On ira plus en détail, comme tu as dit Aneva, avec un live sur la gestion des prairies. oui, Et oui, c'est tellement fastidieux, ça aussi, comme c'est très passionnant et très fastidieux comme sujet, que ce soir, on a vraiment évoqué juste enfin, les outils qui peuvent nous aider à aider le cheval pour une bonne mise à l'herbe et voilà, gérer les chevaux à risque, etc. Alors que voilà, la gestion des prairies, c'est en soi encore un autre sujet qui est très vaste aussi. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les refus, sur les réencements, enfin, sur quel moment, quand faucher, combien de fois faucher, etc. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus. être Donc encore plus... ouais, c'est très complémentaire. C'est sûr que c'est très complémentaire, mais On va pas voilà, tarder alors. c'est un sujet qui est voilà, tout aussi important. Ok, bah merci. Puis En bah, tout bonne cas, soirée. merci d'avoir été là tous. Voilà. Merci à tous et à tous et bonne soirée. Bonne Salut soirée, Aneva. à bientôt. À bientôt.